Merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous présenter notre dernier présentateur, qui va être Monsieur Isaac Odamé. Il va nous parler de la drépanocytose et des solutions à trouver pour les contextes de ressources faibles. Isaac est le directeur du réseau Drépanocytose Monde, directeur de l'hôpital pour des enfants malades à Toronto. Isaac, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir présenté si gentiment. Je suis ravie de faire partie de ce panel aujourd'hui et je pense que les organisateurs ont tout compris. C'est parfait. Un témoignage du patient quant à la maladie, expert du terrain, qui nous explique comment on travaille dans un hôpital bien connu en France, qui nous donne une explication de la drépanocytose et de ses complications. Ensuite, nous avons écouté quelqu'un qui travaille sur le terrain en Afrique et qui souligne les difficultés de gestion de cette maladie sur le terrain. Et j'aimerais essayer de rassembler tous ces éléments pour dire que pour gérer la drépanocytose dans les régions du monde où cette maladie est prévalente, il faut être intelligent et innovant. Et je pense que c'est possible, il y a des opportunités à saisir et que MSF est l'une des organisations qui pourra être l'un des fers de lance dans ce domaine de gestion des patients dans des contextes de ressources faibles. J'aimerais maintenant vous expliquer que si le fardeau de la maladie est élevé aujourd'hui, il faut savoir qu'il va s'alourdir. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons étudier les mauvais résultats cliniques dans les contextes de faibles ressources. On en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais un petit peu vous expliquer quels sont les liens entre ces éléments. Et puis, les difficultés de la gestion de cette maladie, mon collègue en a déjà parlé. Et puis, je proposerai à la fin des solutions faisables. Qu'est-ce que ça veut dire faisable? Ça veut dire qu'il est possible de mettre ça en place. Et à notre conférence, j'aimerais que nous puissions repartir avec des idées faisables, possibles à mettre en place. Ici, vous avez une carte qui a déjà été présentée par Marianne et qui nous explique le fardeau de la maladie. Cette carte, qui n'est pas basée sur des preuves, mais elle nous permet d'avoir de bonnes informations. Il s'agit ici de recherche clinique. Voilà le problème. Le problème, il est lourd dans les zones du monde où il y a peu de ressources. L'Afrique. L'Afrique est presque invisible ici sur la carte. Vous voyez au niveau des ressources dont on dispose pour gérer ce problème. Et je pense que ça a été très bien articulé par la présentatrice avant moi. Donc, que faire? L'incidence de la drépanocytose en Afrique est de 1 à 2% à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un enfant sur 50 bébés nés en Afrique subsaharienne souffre de drépanocytose. C'est un véritable problème de santé publique. Il ne s'agit plus ici de quelques régions sur lesquelles il faut se concentrer, mais c'est un fardeau de la maladie qu'il faut régler. Et vous voyez ici des preuves, une étude qui a été faite qui nous présente ces résultats. Alors le paludisme est aussi très important. Vous savez que le palud, souvent, lorsque les patients souffrent de drépanocytose et de paludisme, ils ont l'anémie et ils meurent avant d'arriver à l'hôpital. On a parlé de la séquestration de la rate aussi, les infections dans les différentes... Et puis les défaillances d'organes multiples qui peuvent arriver. Dans les pays à ressources élevées, on a pu dire, par exemple, aux mamans dont les enfants ont reçu le diagnostic de drépanocytose qu'ils vont pouvoir survivre et devenir adultes. Il y a la pénicilline. On éduque beaucoup les parents. Marianne en a déjà parlé. C'est très important. Mais en Afrique, c'est différent. Et nous avons des systèmes de santé assez faibles. L'utilisation des systèmes de santé n'est pas assez bonne. On a
mise en place des politiques de drépanocytose qui est mauvaise. Parfois, il n'y a même pas de politique. Il y a aussi un changement épidémiologique dont je vais vous parler dans un instant. Ici, je voulais souligner les problèmes de manière plus spécifique. Certaines personnes continuent à demander s'il faut donner la pénicilline. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je vous expliquerai pourquoi je trouve que c'est extraordinaire. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une infection qu'on peut empêcher? Et si c'est le cas, il faut donner la pénicilline. On a aussi les infections au pneumocoque. L'accès au vaccin est important. L'absence d'éducation au niveau des parents de la famille. On n'a pas les établissements, tout simplement. Et puis le fait que les bébés soient présentés très tard. La couverture de santé universelle est un problème. Si la famille doit payer pour les soins, évidemment, la famille attend que ce soit vraiment grave. Ils espèrent pouvoir éviter d'aller à l'hôpital en faisant ce qu'ils peuvent chez eux. Et ça, c'est un véritable problème dans de nombreuses régions d'Afrique. Ici, vous avez des données qui nous permettent de voir ce qui s'est fait, un travail qui s'est fait au Bénin avec une cohorte d'enfants. Si vous voyez ici cette cohorte, on a les États-Unis, l'Angleterre, la Jamaïque, le Brésil et le Bénin. Et puis les taux de survie, vous voyez qu'il a pu reproduire ce qui a été fait dans les pays développés, dans un pauvre pays comme le Bénin, parce que c'est une équipe qui a travaillé très dur avec les parents, avec les soignants, et même avec des ressources très limitées, il a pu obtenir ces résultats très élevés au niveau de la survie. Le dépistage des nouveau-nés est très important. Il faut diagnostiquer les enfants le plus tôt possible parce que dès qu'on le sait, en fait, parfois, quand on le sait, c'est au moment où l'on meurt. Et c'est triste parce que dans les certificats de mort, de décès, on va mettre pneumonie, palu, gastro-entérite. Et parfois, on ne sait pas que le facteur de comorbidité était la drépanocytose. Donc cette étude en Angola dont Marianne a parlé a fait une étude de rentabilité. Et ça, c'est important aussi parce qu'en Afrique, je viens du Ghana et de plus en plus, les décideurs politiques parlent de rentabilité parce qu'ils voient que leurs ressources économiques sont en chute et se demandent où est-ce qu'il faut investir leurs ressources. Et là, on voit qu'en fonction du nombre de diagnostics et le suivi, on a pu gagner 552 jusqu'à 1105 années de vie en bonne santé. Et ensuite, on voit le PIB de l'Angola. On voit bien que c'est un processus rentable. Ça, c'est un message à faire passer aussi au niveau des systèmes de santé, des décideurs politiques de la santé. C'est très important de faire le diagnostic le plus tôt possible. Mais bien sûr, il y a des obstacles. Nous en avons déjà parlé. Le coût des tests est beaucoup trop élevé. Et je pense que nous ne pourront pas faire de dépistage chez les nouveau-nés en Afrique comme nous le faisons dans les pays développés. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Les tests sont trop chers. Le suivi est un problème parce que même quand on a identifié un résultat positif, dans 50% des cas, on ne trouve plus l'enfant. Ce n'est plus possible, ce programme de dépistage, puisqu'on ne peut pas identifier la moitié des gens qu'on a détectés. Et donc, la gestion des patients, c'est aussi une difficulté. Et puis, pour l'instant, la drépanocytose n'a pas vraiment été incluse dans les soins primaires. Et c'est ce que je vais proposer comme solution. Les centres de drépanocytose, il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais qu'ils soient spécialisés, où l'on envoie les cas les plus compliqués. Mais il faut aussi utiliser l'informatique. Et là, j'aimerais évoquer la communication entre les centres primaires, de soins primaires et puis les centres spécialisés pour fournir ces soins à ces patients. Ce changement épidémiologique est vraiment réel. En Afrique, maintenant, la survie a été beaucoup améliorée, d'à peu près 50%. Pourquoi? Grâce aux objectifs de développement du millénaire.
parce que ces objectifs donnent des réponses à certaines causes de mortalité. Donc si on lutte contre le paludisme, on lutte contre la déshydratation de manière très efficace, contre les pneumonies, parce qu'on a identifié la pneumonie en tant que problème respiratoire, on a fourni les antibiotiques, ça veut dire qu'on va sauver un nombre de personnes plus important. Mais tous ces bébés qui meurent à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, eh bien, ils ne meurent plus, ils ont plus de 5 ans. Et on va aller à l'hôpital, on va voir qu'il y a des enfants un peu plus âgés qui survivent à la drépanocytose. Et donc le fardeau de la maladie, en fait, il augmente. Et c'est bien, c'est un succès, puisqu'ils ne sont pas morts. Mais il faut être préparé à cette avalanche, à cette augmentation de patients en drépanocytose. Et c'est ça qu'on essaye de dire en Afrique. Si on ne gère pas ce problème ne va que augmenter. On sera obligé de le gérer finalement. So, what do we need done in low? Que faut-il donc faire dans les pays à faible revenu, après tout ce que j'ai dit? Le dépistage chez les nouveau-nés doit être fait de manière efficace. On a parlé du diagnostic au point de prestation lui-même, où les soins sont prodigués. Et après l'étude effectuée, la bactérie pneumococcique est apparue non pas comme la première source d'infection dans cette maladie. Et donc, à Californie, on a pu mettre ce problème de côté. La pneumonie, c'est vraiment ce qui tue. Et avec cette maladie, vous avez beaucoup plus de chances, si l'on veut, de mourir. Et donc, il faut bien dire que chaque enfant en Afrique devrait prendre de la pénicilline. Et par extension, ça veut dire que le vaccin doit aussi être fourni. L'initiative Gavi a été très utile, même si dans certains pays, ils sont éligibles maintenant, mais ne le seront peut-être plus à l'avenir. Mais enfin, cette initiative, indirectement, a vraiment amélioré les résultats dans le traitement de la drépanocytose. Et les progrès aussi faits pour le paludisme sont très importants. Avec les programmes sur la drépanocytose en Afrique, il faut insister pour que chaque programme comporte une stratégie de prévention du paludisme. Les patients dans ces pays doivent, s'ils existent, être vraiment une priorité dans la prévention du paludisme. Qu'il s'agisse de chimioprophylaxie ou de moustiquaire. En tout cas, c'est à voir, mais en tout cas, la prophylaxie doit exister et il faut qu'elle soit intégrée au programme de soins primaires. Et ça veut dire que les prestataires de services de santé doivent aller de ce qui est dans les communautés jusqu'au personnel infirmier, dans les dispensaires, les hôpitaux et jusqu'aux médecins pour englober l'ensemble du personnel qui est en contact avec les enfants atteints de drépanocytose. Donc voilà ce que je propose, un dépistage des nouveau-nés, l'HPLC. Parfois, on utilise l'OMS pour le dépistage des nouveau-nés, ce qui est très bien. On peut donc procéder à toutes ces interventions précoces. Et depuis les années 80-90, c'est le cas avec d'excellents résultats. Mais en Afrique, rappelez-vous que il n'y a pas de système de dépistage de la maladie chez les nouveau-nés. Aux États-Unis, à New York, pour les nouveau-nés, c'est un test de plus qui vient se greffer sur toute une batterie existante. Ce n'est pas la même chose en Afrique. Donc en Afrique, il faut déjà au départ mettre en place sa structure de dépistage des maladies chez les nouveau-nés, les tests, parce qu'il n'en existe pas encore. Et c'est pour ça que le diagnostic, là où les soins sont prodigués, est très important. Et comme les naissances se font souvent à la maison, je crois que les tests doivent surtout être introduits au moment de l'immunisation. Et les programmes d'immunisation sont bien établis en Afrique déjà.
Ils ont apporté la preuve de leur efficacité. Les enfants sont vaccinés. Et donc, s'il y a un test qui ne prend que 5 minutes, il faudrait voir si on ne peut pas l'intégrer à ces programmes de vaccination. Je me suis rendue au Ghana. J'ai parlé avec ceux qui travaillent dans ces programmes et ils me disent que lorsque les mères viennent avec leurs enfants qui sont vaccinés, si l'on demande, est-ce que l'on peut aussi ajouter... Parfois, les mères demandent elles-mêmes un test de dépistage de la drépanocytose. C'est donc intéressant de le noter. Alors que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions. Elles le demandent. Donc, le dépistage est accessible. La pénicilline ne coûte pas cher, mais elle n'est pas toujours disponible facilement. À Kampala, apparemment, le programme s'est trouvé à court de pénicilline pour la prophylaxie. Et ça, c'est très décourageant. L'initiative Gavi, intégration dans les soins primaires, tout ça, ce sont des domaines incorporés. Pour ce qui est du diagnostic au moment des soins, je crois qu'il y a des éléments très intéressants. Heureusement pour nous, il y a quelques années, la NIH s'est intéressée de près à cela parce que pour améliorer la prise en charge des enfants dans les pays à faible revenu, il était clair qu'il fallait avoir de meilleures technologies de diagnostic. Et donc, ils ont donné des subventions, SBR, à 6 entreprises qui ont donc, avec ces dons, développé des systèmes pour tester les enfants. La phase 1 est terminée, les subventions de phase 2 ont été remises et j'ai vu beaucoup de prototypes. Et surtout ces prototypes, voilà les deux sur lesquels je voudrais un petit peu m'attarder parce qu'ils sont particulièrement prometteurs. Le plus développé, c'est le Sickle Scan. C'est basé sur un acide aminé. Il vous faut une goutte de sang. Dans le kit, il y a une solution à appliquer sur cette goutte de sang et en l'espace de 2 à 5 minutes, vous pouvez voir le résultat parce que les anticorps monoclonaux apparaissent dans la colonne au moment où il lit l'hémoglobine et vous avez donc un test positif. À 85%, c'est précis, c'est sensible. Ce que le test ne fait pas, c'est qu'il ne détecte pas bien l'hémoglobine et la société essaye d'affiner donc le test parce qu'il est important de faire la distinction entre un porteur et un patient infecté. Lorsqu'il y a très peu d'hémoglobine, donc hémoglobine A, pardon. 6 mois plus tard, le test est quand même très robuste. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Le test est stable, la température ambiante. Il a été testé en Afrique et donc il est efficace. Et actuellement, son coût est d'environ 4 $ par test. Et ce que je propose, et ce que je demande aussi, c'est que il est des tests qui sont encore moins chers, parce qu'au-dessus d'1 $, c'est difficile à appliquer. Et si l'on souhaite l'utiliser de manière universelle en Inde et en Afrique, eh bien, ce sera un meilleur modèle commercial. Donc, c'est ce qu'ils sont en train c'est ce à quoi ils sont en train de travailler maintenant. À droite, vous avez l'électrophorèse, mais à un micro-niveau. On utilise une goutte de sang comme tout à l'heure. Une charge est introduite et en fonction de cette charge, la variation d'hémoglobine apparaît. Et ils essayent ensuite de trouver une source, une batterie solaire, par exemple, pour pouvoir utiliser l'énergie solaire. C'est ce qu'il reste à faire maintenant. Et le coût de ce système actuellement est de 2 $. Nous sommes en train de le valider au Ghana. C'est prévu pour les mois à venir. Mais là, il s'agit de systèmes pour lesquels on est quasiment sûr qu'ils peuvent tomber à moins d'1 $. Le problème, c'est que si vous avez des niveaux d'hémoglobine assez élevés, le test est moins sensible. Et donc, au moment de la naissance, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour procéder à ce test. Et nous savons qu'en Afrique, les mères ne passent pas beaucoup de temps sur le lieu d'accouchement.
Au Ghana, souvent, à l'espace de 3 ou 4 heures après l'accouchement, la mère sort de l'hôpital. Et donc, le dépistage de la maladie chez les nouveau-nés est difficile à ce moment-là. Mais par contre, tous les enfants reviennent pour être vaccinés, que ce soit fait à la domicile ou bien dans un établissement médical. Voilà. Donc, il y a plusieurs modes d'administration de ce test. Donc, ça arrive, c'est bien concret. Je l'ai validé dans mon laboratoire. Le sickle scan est très sensible et même si vous dites que ça prend 5 à 10 minutes, en fait, le résultat souvent apparaît au bout de 2 minutes. Donc, c'est faisable et ensemble, si nous pouvons faire passer le message que c'est efficace et former un partenariat, je crois qu'on peut vraiment l'apporter aux établissements de santé, aux dispensaires en milieu rural où ils peuvent vraiment avoir un impact. Parfois, les gens vous disent que le diagnostic est difficile à établir. C'est difficile, oui et non, parce que il y a très peu de critères, de conditions. Dans le cas, par exemple, de la dactylite, où c'est un problème. Ça permet de savoir très vite si l'enfant est affecté ou pas de drépanocytose. La séquestration splénique, comme nous le disait Marianne, ça ne se produit dans aucune autre pathologie, à ma connaissance. La rate, c'est un enfant qui est très pâle. Pas besoin vraiment de confirmation. C'est forcément la drépanocytose et il faut la traiter. Mais enfin, en cas de doute, traiter l'enfant. La maladie touche environ 2% de la population. Mais si vous vous intéressez aux patients qui viennent à l'hôpital, chez nous, au CHU, la drépanocytose, c'est 40 à 50% des patients, même s'il y a d'autres comorbidités. C'est un facteur de comorbidité. Donc, sur la base des données cliniques, eh bien, nous savons que beaucoup d'enfants sont affectés. Alors, qu'en est-il de la prise en charge de la maladie chronique? Dans le monde développé, nous avons accès à toutes sortes de choses dont a parlé Marianne, le Doppler transcrânien, la transfusion d'échange de sang, l'hydroxyurie, BMT. Et c'est vrai que la France est pionnière dans ce domaine. Nous avons un bon accès aux soins aigus pour traiter le choc, la septicémie, les soins intensifs. Et ça, c'est pas simplement la drépanocytose, mais dans le cancer aussi, beaucoup de progrès a pu être réalisé parce que l'on arrive à mieux prendre en charge les patients. Est-ce que l'on pourrait reproduire cela maintenant en Afrique? Je crois qu'on peut en douter. D'abord, les transfusions sanguines chroniques en Afrique, c'est impossible, c'est tout. Ce n'est pas sûr, il n'y a pas les réserves de sang, ce n'est pas sécurisé. Le conditionnement, enfin, c'est l'intervention, coagulation, pardon, c'est 15 000 $ par an, c'est pas possible. Donc, il faut laisser de côté la transfusion. Je crois que la solution, c'est l'hydroxyurie, même si elle a ses limites. Mais avec un médicament qu'on donne une fois par jour, avec ce coût, ça a un impact énorme sur la drépanocytose. Il faut mettre fin aux discussions là-dessus. Vous avez des enfants qui meurent de manière précoce et ceux qui survivent ont des vies très difficiles, alors que nous avons un médicament administré une fois par jour par voie orale et qui fait tellement de différence sur le niveau d'hémoglobine, sur l'épithélium et bien d'autres aspects de la maladie. Et donc, c'est vraiment le domaine dans lequel il faut mobiliser nos efforts. Et je crois qu'il faut vraiment développer l'hydroxyurie à une échelle plus grande. Et si vous utilisez l'hydroxyurie, peu importe que vous ayez le Doppler transcrânien. Si vous l'avez en plus, très bien. Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes quand même tranquille. Parce que si vous avez un enfant qui présente cette maladie, et vous allez utiliser l'hydroxyurie par la transfusion en Afrique. Et donc, c'est là-dedans qu'il faut investir nos efforts. Je peux vous parler un peu de ce qui s'est passé en Nigeria, dans un hôpital où ils ont ce Doppler transcrânien, TCD. Ils se sont dit, c'est très bien, on peut détecter toutes sortes de choses. Ils ont fait le test aux patients.
quand on présentait les vélocités qui les rendaient éligibles pour la transfusion, les familles ont dit non tout de suite parce qu'ils savaient que ce n'était pas faisable, parce qu'on ne trouverait pas de famille pour donner du sang tous les mois. Et sur les 5 patients concernés, un est mort à cause d'une réaction à la transfusion qui est très fréquente, comme l'a dit Marianne, en Afrique, parce qu'ils n'ont pas de bon dépistage. Et les 4 autres ne se portaient pas très bien avec ces transfusions. Et donc, la transfusion en Afrique, elle ne fonctionne pas, comme je le disais. L'hydroxyurie, c'est ce qu'il faut vraiment faire avant toute chose. Pour la prévention, bien sûr, du paludisme, les initiatives d'intervention peuvent nous permettre de progresser aussi. Alors, sur l'hydroxyurie comme prévention des crises, je crois que l'hydroxyurie, c'est important dans la prévention des accidents de ce type, même si on ne peut pas savoir si à l'avance un enfant présente un risque d'AVC. Mais c'est comme pour la transfusion sanguine, ça permet de garder un décédé normal. Pour éviter la récurrence des accidents vasculaires, c'est peut-être pas aussi efficace quand même que la transfusion sanguine. Et là, vous avez une méta-analyse de différentes études qui utilisent les transfusions régulières ou la thérapie à l'hydroxyurie. Si vous utilisez la transfusion, l'incidence est de 1,9 pour 100 patients année. Donc, avec l'hydroxyurie, c'est 3,8. Mais par rapport à aucune thérapie, avec aucune thérapie, vous arrivez à 29 patients année, par 100 patients année. La différence, et ce que je veux dire, c'est que l'hydroxyurie, c'est mieux que rien. Donc, si vous n'avez pas accès aux transfusions sanguines, eh bien, il n'y a pas de raison de ne rien faire, même si ça n'est pas parfait. La transfusion, c'est mieux, mais c'est mieux que rien, de nouveau, de procéder à l'hydroxyurie. Alors, les solutions faisables, un diagnostic précoce déjà, très tôt, à la première occasion, quand vous êtes en contact avec le patient. Parce qu'à ce moment-là, on pourra sans doute assez vite identifier le patient et ça devrait coûter moins d'$1 par test et si possible, ça devrait être intégré au système de santé primaire, tel comme la vaccination. Les interventions simples, précoces, doivent être reliées aux soins primaires. Au Nigeria, vous avez des centres où vous pouvez former le personnel qui travaille au sein des communautés sans que les patients ne soient obligés de se rendre à l'hôpital. Et ces interventions sont accessibles du point de vue financier, peuvent se faire sur la durée aussi. Pour l'hydroxyurie, je crois qu'il faut trouver des solutions innovantes. Et les données jusqu'à présent en Nigeria, lorsqu'elles ont été randomisées, quand on a randomisé les malades pour qu'ils prennent de l'hydroxyurie, donc ceux qui étaient les plus malades ont suivi ce traitement et il y a eu moins d'effets adverses que ceux qui ne prenaient pas d'hydroxyurie. Mais je crois qu'il faut trouver une stratégie différente pour l'utiliser. Du point de vue de tests, de suivi, peut-être qu'il faut une dose modérée mais fixe. Mais en tout cas, les tests en Afrique sont très encourageants déjà et montrent des résultats avec un profil d'innocuité positif, différent par rapport à ce que l'on avait avant. Donc, je crois qu'il faut aller dans cette direction. C'est efficace. Ça réduit le syndrome thoracique aigu. C'est relativement abordable et c'est déjà administré et à dose fixe, modérée. Le régime ne demande qu'un suivi minimum. Mais je reviens à la question de caractère abordable de ces traitements. Et là, je veux parler d'$1 par jour. Mais même ça, finalement, je pense que c'est trop. Je sais qu'en Inde, ils produisent de l'hydroxyurie pour à peu près 10 centimes par jour. Mais ce que je voulais dire à tout le monde ici dans cette salle, c'est que pour le VIH,
Au départ, on nous a dit que les médicaments avaient été inventés, mais qu'ils étaient trop chers. Le coût faisait que c'était inaccessible aux patients vivant dans des pays à faible revenu. Or, une communauté mondiale de visionnaires, des gens déterminés, la société pharmaceutique, des décideurs politiques se sont rassemblés en disant « on y arrivera, on va le faire ». Et aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui ont accès aux antirétroviraux pour pas cher. Or, l'hydroxyurea, c'est encore bien plus facile à obtenir et c'est plus simple du point de vue chimique. La production peut être faite en Afrique ou en Inde aussi, donc c'est bien différent. Les familles peuvent être approvisionnées et d'ailleurs, à certains endroits, je pense qu'ils peuvent y avoir accès gratuitement et je crois qu'il est nécessaire maintenant de le faire ensemble. Mais ce n'est pas fini. Marianne a soulevé ce qui est sensibilisation du public et il ne faut pas sous-estimer ce facteur. J'ai une réponse à la question pour laquelle les ministres de la Santé en Afrique, lorsqu'ils se rendent à des conférences, ne parlent pas de la drépanocytose. Et là, je vous dis, parce que j'en ai l'expérience, eux-mêmes ont connu cette maladie. Eux-mêmes vivent avec les séquelles de cette maladie. Mais ils préfèrent parler de l'hypertension, de diabète, tout sauf la drépanocytose. Et c'est un peu comme le VIH. Et le cancer, déjà, il y a des années, il y a un mythe autour de cette pathologie et une stigmatisation qu'il faut surmonter. Et Marianne a tout à fait raison. Si on ne pourra pas progresser tant qu'on n'aura pas dissipé cette stigmatisation. Donc, la sensibilisation du public, des prestataires de services de santé, les décideurs politiques, les familles, les patients, il faut faire de la sensibilisation à tous les niveaux. Et c'est vrai que Médecins sans frontières peut jouer un rôle important avec toute son expertise dans ce domaine. Et enfin, le plaidoyer. Il n'y a rien de tel que le plaidoyer. Je m'occupe d'un réseau mondial. Et à chaque fois que vous avez des programmes de traitement des patients drépanocytose, les témoignages sont vraiment un message fort. La mère, le père, le patient, comme on l'a fait au Kenya. Si vous avez quelqu'un qui en parle, eh bien, c'est très percutant. Donc, il faut du plaidoyer, un plaidoyer est fondé sur des bonnes informations, avec des groupes qui parlent d'une seule voix, reposant sur des faits scientifiques et avec une forte collaboration entre toutes ces communautés, les familles, les professionnels, etc., les gouvernements. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons vraiment nous attaquer à ce problème. Nous avons des solutions qui sont faisables, mais il faut conjuguer nos efforts pour les mettre en œuvre de manière efficace. Merci.